Les pièges du journalisme radio ou les fautes à ne pas commettre en journalisme radio. Tel est l'objet de ce 74e webinaire du forum Pamela Award de l'ICFJ sur le reportage des crises mondiales. Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum qui organise ce webinaire. C'est un forum lancé par le Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington en collaboration avec le réseau international des journalistes. Le forum réunit une belle communauté de journalistes francophones de plusieurs pays. Alors, si vous êtes journaliste, je vous invite à rejoindre notre groupe privé sur Facebook afin de bénéficier des opportunités que nous offrons. L'une d'elles est ce webinaire que nous organisons et qui vous permettra de découvrir les erreurs à corriger en journalisme, radio ou télé, les fautes à ne pas commettre, les pièges à éviter, comment bien interviewer vos invités, les principes à respecter ainsi que la meilleure façon de se prémunir des écueils auxquels les journalistes ou les professionnels de ce métier peuvent être confrontés. Pour vous faire découvrir tout cela et vous aider à devenir le meilleur journaliste radio ou télé, nous recevons deux invités exceptionnels et ils attireront nos attentions sur les fautes fréquemment commises dans le journalisme radio. C'est un honneur de les recevoir pour nous offrir de précieux conseils sur la pratique du métier. Leurs conseils serviront tant à ceux qui pratiquent déjà le métier qu'à ceux ou celles qui aspirent à évoluer dans ce secteur. Je vous présente nos panélistes. Nous avons l'honneur d'avoir autour de cette table virtuelle M. Watem Milondi, qui est journaliste depuis plus de 25 ans, consultant, formateur et coach média. Il a été plusieurs fois directeur de médias. Il a piloté un programme de la Fondation Hirondelle et co-dirigé pendant 10 ans MINUSTA FM, la radio de l'ONU en Haïti. Il a également travaillé au service francophone de la radio de l'ONU à New York et a collaboré avec le service Swahili de Canal Afrique SABC. Il a travaillé aussi avec la BBC et la Deutsche Welle. Il partagera avec nous non pas seulement de formidables recommandations, mais aussi son immense expérience. Il était avec nous au début lors du test, mais pour un problème, un souci de connexion, il est reparti et nous avons l'assurance qu'il nous rejoindra. Donc, il sera certainement là le temps de changer de connexion Internet. Notre second intervenant est M. Alphonse Ken Logo. Il est journaliste plurimédia. Il a cumulé aussi plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Il a été au Togo directeur des informations à la radio privée Canal FM et correspondant de plusieurs agences internationales. Bonjour, M. Alphonse Ken. Bonjour, M. Balao. Bonjour à tous les internautes et à tous les confrères, à toutes les consoeurs. Salut à tous les enseignants des universités qui nous suivent, parce que je sais que c'est souvent l'occasion de ces rencontres, ou à l'occasion de ces rencontres que nous rencontrons ou nous trouvons souvent en ligne des enseignants qui viennent écouter ou réécouter leurs élèves que nous avons été ou que nous sommes toujours. Donc, c'est un plaisir d'être convié et j'ai toujours eu le même plaisir d'écouter d'autres invités à votre forum et je suis honoré. Merci beaucoup, M. Alphonse Ken. Je voudrais rappeler aux participantes que cette session se veut interactive. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure que le webinaire avance. Vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct sur Facebook ou si vous nous suivez via Zoom, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Je le disais tantôt, le confrère Walter Milondi est avec nous. Il a un problème de connexion, il est reparti et il nous rejoindra dans les minutes qui suivent. Ma première question s'adresse Vous avez le journalisme radio au cours de ces 20 dernières années. Pour vous, quelle compétence est absolument indispensable pour quiconque veut exercer la radio? D'abord, c'est une grande question. Vous savez que pour tout le métier du journalisme, toutes les compétences ont leur débouché. Le journaliste étant ce quatrième pouvoir ou l'image de ce quatrième pouvoir au niveau de la société, il se doit donc de s'armer de beaucoup de compétences
Et si vous êtes formé en tant que gestionnaire ou économiste, il se peut que dans votre média, vous embrassiez plus le côté économique de l'actualité parce que vous avez plus de compétences pour le faire. Mais la passion peut vous pousser vers d'autres domaines pour lesquels vous vous formerez au fur et à mesure et vous deviendrez sans doute un expert, pourquoi pas, un spécialiste d'une question parce que vous avez pris le temps pour Monsieur Alphonse doit certainement avoir un souci de connexion. Bonjour, Walter. Bonjour Kossi, bonjour Alphonse, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Je vous prie de m'excuser pour ce pépin technique parce que jusque-là, je crois que même ma vidéo a des petits problèmes. Est-ce qu'au moins vous m'attendez, j'espère, ma voix? Je suis heureux de participer à ce webinaire. Nous vous entendons parfaitement bien. Monsieur Alphonse Ken, vous pouvez continuer et la deuxième question s'adressera à Walter qui nous rejoint. Alors, entre-temps, vous parliez de soucis de connexion. Je ne sais pas jusqu'où on m'a écouté. Est-ce que maintenant, vous m'entendez bien? Parfaitement bien, en tout cas. D'accord. Bon, la connexion a aussi ses bobos. Nous ferons l'effort pour nous faire entendre. Donc, comme je le disais, toutes les compétences ont leur débouché dans ce métier, mais particulièrement à la radio. Moi, je dirais que tout le monde n'est pas appelé à faire de la radio. On peut être journaliste, mais on peut ne pas avoir les qualités nécessaires pour s'exprimer au micro, ne serait-ce savoir que pendant que je parle au micro, avoir ce stress que derrière, il y a 1 million de personnes ou d'internautes qui me suivent. C'est extrêmement lourd. Donc, il faut être soi-même, il faut être capable de garder la tête froide, de garder son esprit tranquille quand on veut faire surtout de la radio. On n'a pas besoin d'être beau, on n'a pas besoin d'être mignon, on a besoin d'avoir une belle voix. On a besoin d'avoir la technicité de transmettre l'information de la manière la plus simple possible pour que les auditeurs puissent comprendre sans y être toute situation qui a lieu quelque part. On a besoin d'avoir une belle voix. Nous allons revenir sur ce détail, Monsieur Alphonse Ken. Walter, vous êtes journaliste aussi depuis 1994, pratiquement 28 ans. Pour commencer, parlez-nous de votre motivation pour la radio et qu'est-ce qui vous a inspiré à faire carrière dans ce secteur? Rebonjour. Ce qui m'a inspiré, c'était d'abord une grosse colère. J'étais étudiant à faculté des droits et mon premier cours de droit m'a énervé parce que le professeur nous parlait des droits, liberté d'aller et venir, droit de ceci, droit de cela, tout ce qui était livresque. Et avant même qu'il n'aille plus l'heure, moi j'ai levé la main, j'étais qu'un petit boulet. Et puis, je dis, mais tout ce que vous nous dites, c'est le contraire de ce que nous vivons chaque jour. Parce que moi, j'étais choqué par les violations des droits humains. Alors, je posais la question au professeur, comment faire en sorte que ce que vous nous dites dans ce cours de droit puisse être réellement vécu? Il m'a dit, il faut utiliser les médias. Je dis, mais comment ouvrir les yeux des victimes? Comment leur donner le moyen de jouir de tous leurs droits? Et c'est là que le prof a dit vulgariser et informer. Donc, c'était assez intéressant pour moi. Je me disais, comme il y a une radio dans la ville, c'était à Goma, à l'est de au Nord Kivu. Je suis allé voir le directeur de Radio Star qui s'appelait Joe Kafuka. J'ai dit, j'ai besoin d'un espace pour commencer à vulgariser le droit parce qu'il y a des violations tous les jours. Donc, je suis entré dans ce métier, hein, dans cette passion
parce que je voulais servir des victimes des violations des droits humains. Et depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, le micro a pris l'ascendance sur la toge. J'étais appelé à être un juriste ou un avocat ou un juge, mais aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir choisi d'embrasser la carrière journalistique. Vous n'avez donc pas terminé la première année en droit? Oh, si, j'ai terminé, j'ai continué, je suis allé en deuxième, en troisième, j'ai fait les cursus normaux, mais et aujourd'hui, toutes les connaissances que j'ai accumulées en faculté de droit m'ont aidé plus tard dans mes études de journalisme, parce que figurez-vous que lorsque je dois interviewer un acteur politique sur des questions de droit constitutionnel, il ne peut pas me tromper, il ne peut pas me balader, je vais le remettre dans les principes dans le droit constitutionnel, dans tout ce qu'il y a. Je vais le remettre dans le contrat social et tout le reste. Il ne peut pas me mener à bateau. Et donc, je suis assez perspicace hein, lorsqu'il s'agit des débats radiophoniques, surtout en période électorale. Ils ne peuvent pas m'avoir. Hein. Voilà, donc je n'ai pas perdu mon temps parce que après, j'ai appris les meilleures méthodes de pratiquer du journalisme, un journalisme qui met au centre des productions l'être humain, l'intérêt de l'être humain. Voilà, donc tout s'est complété et ça fait un mariage, j'allais dire cocktail Molotov face à certains intervenants qui pensent qu'ils peuvent mener les journalistes par le bout du nez en leur faisant gober ou à transformer les journalistes en caisse de résonance. En tout cas, chez moi, ils ne trouveront pas ça. Alphonse, c'est intéressant d'écouter ce beau témoignage de M. Mulondi. Et du coup, j'ai envie de vous poser la même question. Pour vous, c'est aussi arrivé comment? Vous étiez aussi à l'université ou c'est toute une autre histoire? Non, c'est très passionnant ce que je viens d'entendre, vous savez. Moi, je suis formé, comme il a dit, c'est toujours intéressant d'être formé dans un autre domaine et de venir exercer le journalisme. C'est plus passionnant des fois que de sortir, je vais dire, de l'école de journalisme tout fraîchement parce que là, quelque chose vous motive, quelque chose vous a poussé, donc ça vous permet d'apprendre davantage. Alors, lui, son déclic est venu donc de l'université. Moi, j'ai commencé la radio quand j'étais en classe de première, mais j'ai jamais cessé de faire mes études. À l'université, j'ai été formé en tant que gestionnaire, donc j'ai eu ma maîtrise en sciences de gestion, mais je suis resté et comme il a dit, effectivement, le micro a pris le dessus. Et moi, je dis toujours que moi, je vis de ma passion, que de tout ce dont je m'étais préparé à devenir. Tous les collègues aujourd'hui, je les vois dans des banques, ils sont soit inspecteurs d'impôts, de douane, ici, là, et on se rencontre et chaque fois, il me disait, bon, toi, tu as choisi le micro. Et d'ailleurs, j'étais déjà à Canal FM quand on était à l'université. Donc, quand je rentrais dans l'amphi, tout le monde se moquait. On disait Canal FM, j'adore. Et ça faisait du bruit dans la classe parce que beaucoup m'écoutaient déjà à la radio. Donc, c'est pour vous dire que quelque chose motive toujours. Et moi, j'ai commencé la radio en première et quand je participais à une émission qu'on appelait, une émission qui s'appelait À nous l'avenir, qui parlait du droit des enfants, une émission parrainée par Plan Togo et qui m'a amené à la radio et j'ai découvert tout de suite que ma passion passait par là et que je pouvais faire quelque chose en étant au micro, je pouvais contribuer à améliorer tout ce qui se passe autour de nous en étant au micro. Voilà, tout a commencé là et j'ajoute un peu juste à ce que mon aîné a dit s'agissant de ce que quand on est en face de quelqu'un qu'on veut interviewer qui ne peut pas nous baratiner, bon, on n'a pas besoin forcément d'être constitutionnaliste pour aller lire tout ce qui concerne la Constitution pour maîtriser et s'assurer de ce que quand on est en face d'un politique, de quelqu'un qui a fait même le droit, qu'il ne vous amène pas en bateau. Et là, vous serez en studio comme un bougoule jusqu'à la fin de l'émission. Et là, vous aurez perdu toute crédibilité. Donc, ce sera aussi peut-être, c'est un élément que nous allons partager ensemble, quelque chose à ne jamais faire quand vous êtes journaliste, surtout radio
il faut toujours se cultiver. Monsieur Walter, lorsqu'on décide, comme vous, de tenir le micro, d'aller à la radio, devenir journaliste radio pour impacter la vie des gens, de faire en sorte que les droits soient appliqués dans la vie réelle, est-ce qu'on monte dans une station radiophonique, on prend le micro et on commence par dire ce qu'on a sur le cœur? Quelles sont les techniques ou les principes de base dans la production d'une émission de radio? Mais il y a une chose première, c'est d'abord d'analyser l'offre médiatique du média que vous avez ciblé, de la radio que vous avez ciblée. Il ne faut pas venir marcher sur les plates-bandes des autres parce que les personnes qui vous ont précédé dans cette radio ont leur espace, ils ont fait leurs preuves et le nouveau venu, vous n'allez pas venir bousculer ce qui était là. Analysez d'abord la grille éditoriale, de cette radio, la grille des programmes, et ensuite proposer quelque chose de nouveau parce qu'il faut aller de l'avant, quelque chose de différent et un projet clair. Et il faut identifier la cible. Quelle cible vous allez chercher? Parce que vous devez prendre le temps d'observer toute la grille et de voir est-ce que c'est une radio jeune, est-ce que c'est une radio grand public et quel est le créneau de la cible que vous voulez atteindre. Si c'est des jeunes, si c'est des jeunes désœuvrés, si c'est des jeunes universitaires par exemple, si c'est des personnes plus âgées, si c'est des agriculteurs, si c'est des opérateurs économiques, si vous devez choisir à la fois une thématique précise par rapport à la radio et il faut que votre projet rentre dans la ligne éditoriale de cette radio-là. C'est assez important. Comme ça, votre projet va s'intégrer dans une stratégie globale médiatique et non pas que ce soit une émission de plus, une émission de trop. Je pense souvent à une émission service public. Quel service vous allez offrir à ceux qui vont écouter l'émission? Et si vous-même, si moi, Walter, j'étais auditeur, est-ce que cette émission-là m'intéresserait? Si ça ne m'intéresse pas, je n'aurais pas l'intention d'y aller. C'est pour ça que nous avons appris à journalisme cette belle règle de la loi de la proximité. Parle de moi, tu m'intéresses. Le vrai patron du journaliste radio, et de tout journaliste par ailleurs, c'est l'auditeur. C'est la personne qui écoute, c'est le téléspectateur à la télévision, c'est l'internaute. C'est lui le vrai patron. Parce que s'il vous zappe, vous n'avez pas d'audience. S'il vous écoute, alors ça augmente. Donc, il faut parler de ce qui l'intéresse. Et il ne faut pas pousser l'heure. Les auditeurs connaissent déjà la plupart des choses. Ils ont juste besoin d'une certification dans leur esprit par rapport à un point de vue qu'ils ont. Et quand le journaliste vient le confirmer en utilisant les méthodes professionnelles que nous avons apprises en journalisme, eh bien, la personne s'est dit, je vais construire mon opinion. L'idée que j'avais se transforme en opinion, ça se transforme en conviction, parce que là, le journaliste qui a bien fait son travail aura aidé l'auditeur à se conforter dans un point de vue précis. Ça fait partie du rôle social du journaliste, la responsabilité sociale du journaliste. Voilà, donc c'est important, mais vraiment, d'avoir cela. Parmi les reproches que je fais aujourd'hui à moi-même, malgré toutes ces années dans le métier, aux aînés qui m'ont précédé et aux cadets qui viennent derrière nous, c'est que parfois nous ne prenons pas conscience de la responsabilité que nous avons. Parfois, au début, on a commis les mêmes erreurs. Quand on était au micro, on était amoureux du son de notre propre voix. On aimait s'écouter soi-même. On ne pensait pas à qu'est-ce que ce que je dis va avoir comme impact sur les personnes qui sont en train de m'écouter. Est-ce que c'est utile pour eux? Est-ce que c'est proche d'eux? Est-ce que c'est intéressant pour eux? Le puni, proche, utile, nouveau et intéressant. On ne pensait pas à eux il y a une vingtaine d'années. On pensait à soi-même. Je suis une star de la radio. Tout le monde parle de moi maintenant dans le quartier. Quand je passe, on dit, mais tiens, voilà, Walter, il passe. On pensait à soi-même et non pas aux autres et non pas à ce qu'on leur apporte. Qu'est-ce qu'on leur apporte de nouveau? Voilà pour ouvrir un peu cette brèche. Alphonse Ken, est-ce qu'il vous est aussi arrivé de faire certains reproches aux nouveaux venus ou à la jeune génération lorsque vous écoutez aujourd'hui des émissions radio?
Vous savez que, et je dis merci à Voltaire, que faire le travail de la radio, c'est faire le travail de l'émotion d'abord. Et qui dit émotion fait appel au sonore et aussi aux couleurs, parce que le seul acteur au micro qui doit parler et qui doit montrer tout ça là, c'est le journaliste radio. Et puis, soit à la présentation du journal, soit à une émission, et chaque fois qu'on vient, on ne doit pas chercher à se satisfaire soi-même. On vient satisfaire un public qui cherche une fois, comme Walter l'a dit, que les rumeurs circulent, à capter sa radio, comme c'est le média de proximité, à savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que telle radio dit de ce qui se passe ou ce qu'on entend. Et c'est seulement quand on l'entend à la radio qu'on dit que c'est vrai. Et donc, la responsabilité est lourde que l'on cherche à savoir ou à voir la véracité des faits et faire la part des choses. Aujourd'hui, évidemment, on est confronté à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que le journaliste va dire de cela? Donc, j'agrée avec ce que Walter dit par rapport à la lourde responsabilité des informations utiles et qui concernent l'auditoire au plus près. Maintenant, donc, ce qu'il ne faut pas faire, pour revenir à votre première question, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire comme les autres, de copier les autres. Quand vous venez, vous avez par exemple une émission et que vous avez une tranche sur une antenne, ce n'est pas parce que vous venez faire, par exemple, une émission sur le droit constitutionnel que peut-être une émission sur le droit constitutionnel que vous avez écoutée sur une autre radio vous a intéressé ou vous a ouvert les yeux, que vous allez faire la même chose, essayer de proposer un nouveau modèle, quelque chose de nouveau que l'autre ne fait pas. Alors, tout le monde fait le journal. Chaque fois, nous disons pourquoi nous faisons notre journal, pourquoi on doit faire le journal en anglais, pourquoi, quelle est notre cible, pourquoi je dois faire le journal en français, si c'est en swahili, pourquoi je dois faire mon journal en swahili, pourquoi, quelle est la langue d'écoute ou de compréhension de ma communauté la plus proche. Et tous ces éléments doivent être pris en compte. Alors aujourd'hui, on tombe dans les médias, on veut avoir un panel de discussion avec l'auditoire, on parle, on n'a pas le retour, alors on dit qu'on fait une émission. Et non, je n'ai pas l'impression qu'en faisant comme cela, on sert vraiment son auditoire, qu'on joue vraiment son rôle d'éducateur, parce qu'il faut vulgariser quelque chose, mais il faut informer, il faut former. Et quand vous avez l'impression d'apporter du nouveau, et aujourd'hui les réseaux sociaux servent mieux à avoir les retours, vous avez ce retour qui vous galvanise, alors vous avez l'impression que vous faites bien votre travail. Aujourd'hui, la grande erreur, et je veux noter, la grande erreur que je note en écoutant mes confrères dans les radios, que ce soit au Togo ou quand je sors du Togo, c'est que, par exemple, on veut traiter l'actualité comme, par exemple, sur RFI, alors qu'on n'a pas les mêmes auditoires. On utilise les gros mots que les gens utilisent. Des fois, on va même jusqu'à lire l'article qu'un média en ligne à publier, alors que nous avons juste besoin d'être concis, précis, en utilisant les mots. Parce que notre rôle, c'est en fait quoi? De parler pour tout le monde. La radio doit s'adresser à tout le monde. Et quand vous vous adressez à celui qui est au bas de l'échelle, c'est tout à fait facile à comprendre pour celui qui est en haut de l'échelle, mais en utilisant des mots assez cohérents, précis. Mais quand vous vous adressez à celui qui est en haut de l'échelle, alors que votre cible est la population de basse couche, entre guillemets, personne ne vous comprend. Vous n'aurez pas rendu service à la société pour ne pas monopoliser la parole. Je pense que ce sont là des éléments assez essentiels. Écrire, sujet, verbe et complément. Des gens n'écrivent plus, ne réécrivent plus les textes. On a les informations, on ne vérifie plus par la plupart des fois, on tombe sur le coup de la loi et on revient. Et là, ça ne donne pas de crédibilité aux journalistes que nous sommes. Parce que la radio est encore plus difficile à gérer que les autres médias. Parce que là, tu viens, tu parles.
et ce que tu dis a un impact direct. C'est le média de l'instantané. Celui qui est là en face, il reçoit l'information, tac, et agit au même moment. Je donne toujours l'exemple de quelque chose qui s'est passé à Lomé dans les années de troubles où une information est tombée sur une radio et on a dit que, par exemple, qu'on a frappé un militaire dans un quartier du Togo. Et vous imaginez, dès que c'est dit, la répercussion a été tout de suite. Les militaires se sont transportés dans le quartier et ont tabassé les gens. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple. Quand vous dites, par exemple, que les IMO sont tels, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. Voilà, pour être court, exactement, utiliser des mots appropriés, il faut faire très attention. Donc, la responsabilité est très lourde, donc il faut se former, il faut s'informer, il faut beaucoup lire. Voilà. Monsieur Water, est-ce que vous partagez ce que vient de dire le confrère Alphonse Kell? Justement, on est là dans cette question des responsabilités sociales du journaliste. Pour mettre, il a donné des exemples concrets, parce que à la fois, le journaliste ne doit pas être partisan. Comme on dit souvent, la radio doit être la case au milieu du village. Et cette case au milieu du village accueille tout le monde dans le village. Depuis le chef du village jusqu'au petit qui balaie la cour du chasseur du coin. Pas la cour du roi, la cour du chasseur du coin ou la cour de la veuve la plus éloignée. Et tout le monde a droit à la parole. Et cette responsabilité, a fortiori dans une zone de conflit, elle est plus grande. Parce qu'il suffit de donner une mauvaise information pour qu'on attise le feu. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones intelligents, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas l'Internet. On était sur les ondes courtes. Quand on dit le journaliste a dit, la radio a dit et tout le monde suivait. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme gadget et les mauvaises nouvelles, les fake news qui circulent partout, le rôle du journaliste, c'est justement de donner l'information pour contrer les rumeurs. En zone de conflit. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, c'est donner une information qui va sauver des vies. L'information sauve de vies. C'est une lourde responsabilité. Quand les gens vont évacuer une zone, un groupe de journalistes va rester pour continuer à animer des émissions à la radio en vue de donner les consignes. Parce que quand il y a une catastrophe naturelle, on dit, écoutez, on va donner les consignes à la radio. Et tout le monde est scotché à la radio. Donc, c'est vraiment un véritable pouvoir qu'on ne doit pas laisser entre des mains inexpertes, entre des têtes inexpertes. Et même du point de vue de cette responsabilité sociale, on ne doit pas être au service des détenteurs du pouvoir. On ne doit pas être au service du détenteur du pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir culturel. On ne doit pas se laisser manipuler. On doit simplement être au service des faits. Les faits, le caractère sacro-saint des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on rapporte. La dignité des personnes. C'est drôle que sur les médias sociaux circulent des images obscènes, des gens qui viennent de connaître un accident. On se précipite davantage à filmer l'instantané avec le smartphone. Je vais poster sur mon mur et on se demande s'il faut sauver déjà la personne. Il y a souvent cela parce que, écoutez, tout le monde, entre guillemets, semble devenir journaliste avec son téléphone intelligent. Je peux prendre une photo, je peux prendre une vidéo et je publie. Et c'est assez dangereux. Ou je reçois quelque chose, je partage. On n'a même pas encore vérifié. C'est pour ça que nous, journalistes, nous restons les gardiens du temple de l'information en appliquant les principes de vérification des faits avant de publier quelque chose. Et ce que je reproche parfois, c'est la course au scoop. La course au scoop. J'ai vu passer une question d'un des participants par rapport aux per diem, aux enveloppes qu'on donne aux journalistes. Écoutez, dis-moi qui te finance, je te dirai quel journaliste tu es. Voyez-vous? Ça, c'est assez important parce que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Si un journaliste commence à recevoir de l'argent
d'une source d'information, c'est d'ailleurs contre la déontologie. Alors là, le journaliste règle sa bouche et sa voix au montant, au prorata du montant reçu. Mais alors la pauvre femme qui vend de la braise, qui vend du pain sur la rue, avec ce pain, elle nourrit ses enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y a rentrée scolaire, on préfère donner la parole au ministre de l'Éducation et non pas à la maman qui n'a pas les frais pour payer les frais scolaires pour son enfant. Mais la radio est si intéressante qu'elle permet de mettre face à face la pauvre femme, le pauvre monsieur qui n'aura jamais d'audience auprès du ministre et ils peuvent débattre ensemble des questions d'intérêt général et la maman peut faire atterrir sa voix. Et nous, journalistes, nous ne sommes que des courroies de transmission entre cette femme qui n'aura jamais d'audience chez les grandes autorités ou chez les généraux du coin ou chez les colonels du coin. Mais grâce à la radio, quand c'est bien dosé, de façon objective et équilibrée, on permet qu'il y ait un débat social et qui va faire bouger les lignes et des messages vont arriver. Parce que figurez-vous, il y a des conseillers qui s'asseyent sur des dossiers, ça n'arrive jamais. Mais grâce à la radio, ça peut arriver et une radio service public va faire passer le message. Donc oui, bien sûr, cher Alphonse, bien sûr, cher Kossi, bien sûr, chers journalistes qui nous suivez, nous, journalistes, nous avons une lourde responsabilité et on ne doit pas être à la merci de ceux qui donnent de l'argent. Et nous n'avons qu'à mettre en pratique les techniques que nous avons apprises, refuser les méthodes déloyales pour avoir l'information, refuser de promouvoir des intérêts particuliers contraires à l'intérêt général, interdiction des connivences ou des compromissions avec les forces d'argent, les terrorismes et tout consort. Nous avons une lourde responsabilité. Je chute à 10 ans qu'on a une triste histoire en Afrique avec cette fameuse radio Mille Collines au Rwanda, tous les dégâts que cette radio a commis. Et Alphonse donnait un exemple dans le Togo par rapport à une mauvaise information. Donc attention, on a des filtres professionnels et ces filtres-là, c'est notre code d'éthique et déontologie. Et je reproche aux jeunes de ne pas le connaître assez, de ne pas le lire, de ne pas chercher à savoir. C'est quand il y a des problèmes qu'on dit « protégez-moi ce journaliste ». Mais avant de couvrir le sujet, est-ce que vous aviez respecté les b.a.-ba, le processus de production? Voilà. Merci beaucoup, cher Walter. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je vais entrer dans la station radiophonique, aller un peu plus dans les détails pratiques pour demander à Alphonse Ken un exemple d'erreur à ne pas faire. Est-ce qu'il est bienséant ou recommandé à un journaliste, par exemple, de tutoyer son invité ou de le tutoyer, de le vouvoyer? Quelle est la bonne pratique? Qu'est-ce qui est bon à faire? Alors, moi, j'ai ma position tranchée sur le sujet. C'est une école. Chacun défend un peu sa chapelle quand on en parle. Et moi, je ne l'ai jamais accepté. Et vous-même, quand vous êtes devant moi, quel que soit le degré de connaissance qu'il y a entre vous et moi, je ne vous tutoie jamais parce que c'est tel, je dirais même que la radio m'a forgé ainsi. Je vous vois au point même des fois de vous voir mes propres enfants. Et quand j'en parle et qu'on dit, j'essaie de leur expliquer. Alors, ce qui se fait aujourd'hui, et j'entends sur beaucoup de médias, dans les radios, sur des radios, pardon, et dans les émissions, des animateurs tutoyer leurs invités, ce qui, pour moi, et d'ailleurs, je crois que pour la grande majorité des journalistes qui sont soucieux de ce recul que l'on doit avoir vis-à-vis du traitement de l'actualité, de la personne que l'on a devant soi, et qu'il faut toujours vous voyez son invité en studio. Il faut toujours vous voyez la personne à qui vous tendez le micro. C'est-à-dire, vous voyez que cette personne, c'est en fait porter la personne à un certain niveau. Lui donner de la considération avant de lui demander de vous donner de l'information. Alors, cette personne à qui... Lorsqu'on est ami avec cette personne ou lorsque peut-être avec elle, on partage des affinités? Alors, avant d'aller en studio, vous voyez, vous avez vos relations, vous tutoyez, vous parlez entre vous.
Dès que vous allumez votre micro, mais ce n'est plus votre ami, à votre ami que vous tendez le micro. Ce n'est pas à votre ami, vous posez des questions. Celui qui est à la maison n'a pas besoin de savoir qui vous êtes avec lui. Et savoir que vous avez une relation biaise même vos questions, parce que vous ne vous mettez pas en position d'adresser des bonnes questions ou d'ailleurs vous donnez des idées à la personne qui écoute de l'autre côté à la maison, qui vous juge, qui pense que d'ailleurs vous avez posé cette question parce que vous êtes à tu avec l'invité. Alors, pour moi, ne jamais tutoyer son invité en studio. Celui à qui vous adressez une question dans une interview, cette personne doit être considérée et être mise à un niveau, pas pour vous dire qu'elle vous supplée ou cette personne est plus importante que vous. Vous-même, ça vous permet d'être dans une posture d'égalité, de respect, et vous exigez le respect en retour. Sinon, cette personne, vous imaginez, elle peut aussi vous lancer quelque chose, je ne vais pas dire ici, un mot déplacé, parce que il vous connaît, et vous le connaissez, il va vous rappeler, quand vous voulez le choper sur un fait, il va vous rappeler aussi votre passé, quelque chose pour vous mettre mal à l'aise. En tout cas, ça pousse à répondre un peu aussi à ce que Walter vient de dire. Si vous êtes égal à vous-même, si vous évitez de prendre l'argent, si vous prenez l'argent chez X, vous le recevez en studio, vous avez du mal même à lui poser de bonnes questions. À chaque fois, vous tournez la question 2 fois, 3 fois sur votre langue, dans la tête, avant de lui adresser la question. Et après, vous lui faites plaisir, mais vous ne faites pas plaisir à ceux qui vous écoutent. L'objectif en étant la radio, parce que la radio est le premier média qui est source pour des autres types de médias, la plupart des fois même, avant que les télévisions ne portent les messages, il faut partir des fois de l'instantané. Et donc là, nous avons encore une question de responsabilité et il faut que tout le monde se mette à l'idée qu'il ne faut pas se baisser à ce point. Monsieur Walter, que dites-vous de l'improvisation des journalistes qui improvisent à la radio faute d'avoir eu le temps de préparer le texte? Oh là là, l'improvisation est prohibée. L'improvisation. En journalisme, nous disons que la meilleure improvisation se prépare. Même le bonjour, il faut l'écrire. Parce que si vous n'avez pas écrit même le bonjour, vous risquez de dire bonsoir alors que c'est le matin. Ou vous risquez de dire bonjour alors que c'est le soir parce que vous venez de vous réveiller, vous avez fait une très longue sieste la journée. La meilleure improvisation se prépare, elle se prépare dans une architecture correcte. Vous dites, voilà d'où je vais partir et où je vais aller. Parce que si ça ne se prépare pas, vous allez déborder dans votre étang d'antenne. La radio est organisée de telle sorte qu'il y a des programmes. Par exemple, un flash de formation, c'est à midi juste. Le présentateur doit être là à -2 au plus tard. Il a le temps de s'asseoir, de tester sa voix et pour parler à l'antenne. Et le reporter qui est parti sur terrain, il trouve un événement inattendu, il doit organiser son intervention, son duplex, de telle sorte qu'il se documente très rapidement en posant la question. Admettons qu'il y a un éboulement de terrain. Un éboulement de terrain dans un quartier X qui a coupé la route principale à 2, un tuyau de canalisation d'eau s'est cassé. Et bien, le reporter qui est envoyé sur place, si la rédaction doit l'appeler pour qu'il intervienne à son antenne, il ne faut pas qu'il commence à balbutier ou à hésiter parce que l'image que se font les auditeurs du journaliste, c'est une image de quelqu'un qui est instruit, qui est documenté et qui ne peut pas mentir, qui ne doit pas mentir. Et donc, il ne faut pas qu'on casse cela. C'est à la fois aussi un mythe. Alphonse disait qu'on n'a pas besoin d'être beau pour être à la radio. C'est vrai. Juste la voix, c'est l'essentiel. Mais le plus important, il ne suffit pas non plus d'avoir une belle voix. Il faut être professionnel. Le journaliste est un témoin professionnel. Donc, l'improvisation doit se préparer. On écrit les grandes lignes, les mots-clés et on propose à celui qui est à l'antenne 2-3 questions. C'est ce qu'on appelle la converse.
ce format qui se déroule sous forme de conversation. Écoute, consiste, tu vas me poser la première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il des victimes? Est-ce que, quels sont les dégâts? Combien de maisons détruites? Si l'angle de notre sujet, c'est par exemple les conséquences immédiates de l'éboulement des terres. Voilà, il ne faut pas improviser, chers collègues qui nous écoutez, parce que si vous improvisez, vous allez vous fourcher la langue et à ce moment-là, on ne va pas vous entendre, on ne va pas vous comprendre. La voix du journaliste, quand il parle, je vois une question qui est passée, il ne faut pas avoir un débit rapide. La radio ou la journaliste ou le journaliste qui est au micro s'adresse à des gens. Quand nous sommes en train de parler, mais il y a des pauses. J'avale une salive et j'avance pour que on est à la radio pour être écouté et non pas pour qu'on soit applaudi parce qu'on maîtrise la langue. On doit parler dans la langue des personnes qui nous écoutent, dépendamment de la cible de notre message. Et donc, tout ça doit s'écrire. Quand on parle nos langues africaines, ce n'est pas qu'on devient moins instruit. Je me souviens, il y a quelque temps, j'étais à la radio nationale à Kinshasa et il y avait un journaliste assez célèbre qui s'est moqué de nous qui travaillons dans le département de langue nationale. Il pensait que nous étions des traducteurs, qu'on n'était pas journaliste. Moi, j'avais un débat serré avec lui. Je dis, je suis universitaire, mais je suis journaliste comme toi, mais j'ai choisi d'utiliser une langue nationale. Et dans cette... Monsieur Ouattara, Bon, je crois que un petit souci peut-être. Des soucis de connexion. Une question. C'était pour cela. Oui, je vous en prie. Une question qui nous vient d'un confrère. Je lis rapidement la question. Est-ce qu'un journaliste sur le plateau ou dans une conférence de presse peut appeler une autorité par son titre honorifique du genre Son Excellence, Honorable? Écoutez, si vous permettez, si je réponds ou Alphonse commence, honorable député, on dit monsieur, monsieur le président de la République, monsieur le ministre, monsieur le juge ou madame est telle. Parce que quand vous mettez honorable, vous mettez déjà une barrière. Vous entrez dans une approche de connivence. Vous commencez à faire le salam alaikum, vous commencez à vous courber. Alors que vous êtes journaliste face à son micro, vous êtes la transmission entre cette autorité et les autres. En disant « Excellence », votre langue va commencer à s'alourdir. Et comme disait Alphonse tout à l'heure, il y a des questions que vous allez commencer à effacer dans votre script parce que vous commencez à l'appeler « Excellence ». Ce n'est pas bon. Si vous l'appelez « Monsieur », il ne va pas vous mettre en prison. Mais si c'est un homme, c'est un monsieur. Si c'est une dame, c'est madame. Il y a même de jeunes femmes qui ne sont pas mariées, qui préfèrent qu'on leur dise madame au lieu de mademoiselle. Et tout ça, ça se fait pendant la préparation, avant une interview. Parce que lorsqu'on commence à s'agenouiller en utilisant des termes honorables, excellence, éminence et tout, ça c'est pour les diplomates. Le journaliste n'est pas diplomate. C'est un professionnel de l'information dont le rôle consiste à poser les questions que les auditeurs pourraient se poser. Ah, ça c'est important. Il faut qu'on se mette toujours à la place de l'auditeur. Si l'auditeur qui n'a pas eu la chance d'interviewer cette autorité qui est en face de moi était en face de l'autorité, quelle question cette personne lui aurait-elle posée? Et c'est la question que vous vous posez. Et quand le journaliste pose ces genres de questions, eh bien les auditeurs restent à la radio. Ils ne vont pas zapper. Mais quand vous commencez à poser des questions de connivence parce que vous l'appelez excellence ou parce que vous le tutoyez, ok? Alors à ce moment, ils vont dire, bon, c'est des amis, il ne va pas lui poser la question qui dérange. Non, il faut poser les bonnes questions objectives et on ne donne pas les réponses. Et c'est une question à la fois et attendre la réponse. Si la personne vous mène en bateau, il faut relancer la question. Peut-être que la question est mal posée. Alterner, comme on dit, les questions fermées et les questions ouvertes, souffler le chaud et le froid, l'amener jusqu'à ce qu'il réponde aux questions que se serait posées l'auditrice lambda, l'auditeur lambda qui est scotché à l'émission.
Si c'est le ministre de l'économie et que le taux de change est en train de bouger tout le temps, lui vient vous parler de macroéconomie, c'est très bien, parce que votre audience peut avoir des universitaires. On peut poser une question simple. Monsieur le ministre, vous avez dit que notre taux est passé à tel pourcentage, ça c'est la macroéconomie. Comment expliqueriez-vous cette performance économique à la maman qui vend le cacao à côté ou à la maman qui vend les haricots dans le marché? Comment cela va atterrir dans son assiette pour qu'elle nourrisse ses enfants? Vous allez ramener cet expert en macroéconomie à descendre sur terre. À la limite, ça peut être, mais chez vous à la maison, la femme de ménage, quand elle va au marché, comment elle va se retrouver par rapport à tout ça? Ah, et là, il va se dire, OK, on me demande de sortir du cabinet ministériel, de redescendre sur terre et de répondre aux gens ordinaires qui nous écoutent. Et ça, c'est notre rôle comme journaliste. Monsieur Alphonse, vous avez certainement beaucoup de choses à ajouter, mais nous sommes dans la dernière phase de ce webinaire. Je prends les questions des participants. Est-ce que le journaliste radio doit obligatoirement avoir une voix et un débit rapide? Non. C'est quoi le débit rapide? Pourquoi voulons-nous imiter, par exemple, les Blancs qui parlent à leur manière, si je parle ainsi et que ces auditeurs ne peuvent pas m'écouter? Parce qu'il faut capter ce que je dis pour comprendre. Alors, l'objectif quand on est à la radio, c'est de se faire entendre et comprendre. En réalité, nous apportons une information et que nous traitons d'une manière plus, je veux dire, spéciale. C'est-à-dire, on pense beaucoup à celui qui écoute quand on veut parler. C'est pour ça que nous ne devons pas perdre la rigueur de l'écriture radiophonique. Parce que cette rigueur, elle doit demeurer dans le style parlé, avec des mots, des structures de phrases les plus simples possibles. J'ai parlé de sujet verbe complément, oui, parce que nous avons dit une idée par phrase chaque fois. Et n'oublions pas, parce que c'est ça que Walter l'a dit tout à l'heure, et puisque c'est le bon style, utilisons-le. Donc, nous ne pouvons pas chercher à parler pour qu'on ne nous entende pas. Le débit rapide, nous n'en avons pas besoin. D'ailleurs, vous suivez, pour donner un exemple, RFI qui fait le journal en français facile, une initiative pour permettre beaucoup plus de compréhension, ou pour permettre à plus de gens de vous écouter, de comprendre l'actualité. Alors, quel serait notre idéal ici? Je ne sais pas si c'est à moi. Walter, juste avant de vous laisser la parole, la deuxième partie de la question qui parle de la voix. Alors, on peut ne pas avoir une belle voix radiophonique, mais on peut toujours être utile. Il faut savoir utiliser sa voix. Il faut savoir comment vous adresser aux gens. Le débit, le style, l'intonation. Mais ça s'apprend, ça se calcule. Et les exercices pratiques sont là pour améliorer sa voix du jour au lendemain. Donc, on peut ne pas l'avoir, mais la passion peut vous amener à améliorer votre tonalité et les gens peuvent vous avoir de manière agréable. Voilà tout ce que je peux dire. Monsieur Alphonse, je me suis toujours dit que je n'ai pas une voix pour la radio. Non, vous pouvez faire la radio. Et vous avez d'ailleurs une belle voix pour faire de la radio. Walter peut confirmer. Voilà. Je dirais que là, oui, c'est important. Il y a le travail. Oui, une question pour moi. J'écoute. Oui, une question pour vous. La question, c'est de savoir, est-il obligatoire d'envoyer le protocole de questionnaire à l'invité lors d'une émission? Est-ce que cela ne semble pas être une chose préparée? Il ne donne pas l'impression que l'émission est préparée à l'avance? Ah, c'est une question très intéressante. Je réponds tout de suite. Il ne faut pas envoyer les questions à l'invité, mais on doit l'informer du thème. On l'informe du thème, on ne lui envoie pas les questions. Il faut l'informer du thème parce que la personne doit se préparer.
Elle doit savoir dans quel cadre on va conduire l'interview. Non, il ne faut pas, parce que c'est vous qui préparez les questions. Vous lui donnez le thème en fonction de son expertise. C'est ça d'ailleurs, dans le processus de production, le choix du sujet est corollaire au choix des intervenants. On ne va pas interviewer un charpentier sur des questions de coronavirus. On va chercher un médecin, un épidémiologiste, ainsi de suite. Même si c'est un médecin qui a beaucoup de spécialités, on ne va pas l'interviewer sur sa vie. Ce n'est pas un portrait. Peut-être qu'on va l'interviewer sur coronavirus et non pas sur sa vie de médecin ou sur comment il est devenu médecin. On va lui demander, par exemple, sur les effets du vaccin, parce qu'il y a des gens qui sont sceptiques par rapport à cela. On lui dit, nous allons parler du vaccin et de ses effets et comment vous expliquer, par exemple, tout ce qui se passe autour du vaccin. Point barre. Mais vos questions, c'est vous, journalistes, qui les préparez et vous les gardez pour vous. J'imagine que la personne qui a posé la question a été confrontée à une situation où souvent des autorités qui refusent d'accorder une interview si les questions ne sont pas envoyées. Mais écoutez, ça c'est le rôle du conseiller à communication de l'autorité qui doit lui dire, lui préparer. Le journaliste a dit, voici le thème, il peut te poser telle question ou telle autre. C'est ce qu'on appelle en anglais les if asked question. Voilà, c'est le rôle du conseiller en communication. C'est le rôle du communicateur de la personne. Mais le journaliste n'est pas un communicateur. Le journaliste informe. Nous faisons de l'information. Nous ne faisons pas de la communication. Et très rapidement, lorsque vous regardez, par exemple, les bulletins sur coronavirus, il y a une partie information et il y a une partie communication. La partie information, c'est là où on donne les statistiques, les chiffres, autant de cas aujourd'hui, mais la partie communication, c'est observer les mesures barrières. On donne une info parce qu'on attend qu'il y ait changement de comportement, que la personne adhère. Ça, c'est le travail communicationnel. Mais le journaliste, il fait de l'information et son intention, c'est seulement d'informer, donner une information. Donc, non, ne donnez pas vos questions et j'ajouterai, il y a corollaire à cela. Même quand le chargé de communication aurait préparé les réponses pour son patron, pour sa patronne, la personne vous accueille, vous pouvez conseiller en tant que professionnel de la radio pour dire, attention, les réponses lues sonnent mal à l'antenne parce que ça devient un ton de lecture et non pas un ton de l'oralité. Parce que la radio, c'est l'oralité. Il faut que les gens parlent. Et pour que cette personne passe bien à la radio, il faut qu'on l'entende parler et non pas qu'on l'attende lire les réponses. Et c'est ça l'avantage même des émissions préenregistrées où on dit on a le temps d'arrêter et de revenir pour mettre la personne à l'aise. C'est ça, voilà, quelques astuces que l'on peut donner. Ne pas envoyer les questions, vous envoyez juste les thèmes. Conseiller à la personne de ne pas lire ses réponses, refuser les réponses lues, parce qu'au montage, ça va mal sonner. On verra la personne en train de dire Kossi Balao, directeur du forum francophone. La personne est en train de lire, alors que si la personne disait avec Kossi Balao, qui est directeur du forum francophone, le ton est différent. C'est le ton de la parole et non pas le ton de la lecture. Voilà. Oui, si tu permets, j'ajoute juste, parce que j'ai vu passer une question, si votre invité s'obstine et vous coince quelque part, on peut dire, de manière, si vous ne m'envoyez pas de questionnaire, moi je ne viens pas à votre émission. Au-delà du thème, je voudrais ajouter juste à ce que l'aîné a dit, on peut éventuellement donner les grandes lignes. Et si vous êtes poussé jusqu'à faire des questions une fois, je vous suggère, quand vous êtes à l'antenne, si vous posez la première ou la deuxième question pour mettre à l'aise votre... Moi, il m'est arrivé une ou deux fois, je peux dire, de dire même à mes invités, voici, si je vous envoie les questionnaires,
il est possible que je ne les pose même pas à l'antenne au vu de l'évolution. Parce que tout sera déterminé dans l'entretien pré-émission. Dès que nous essayons pour échanger, des fois, la manière même dont je veux changer, je veux démarrer l'émission peut changer. Les questions que je veux poser peuvent revenir. C'est ça. Ce n'est pas un coup bas à l'invité, mais il vous posera la question, il vous dira, mais vous n'avez pas finalement posé mes questions. Vous lui direz que vous avez posé les questions en fonction de ces déclarations et à l'instant T, de nouvelles questions vous sont arrivées et donc vous êtes allé avec la dynamique de l'émission pour rendre l'émission plus vivante. Voilà ce qu'il faut faire. Les questionnaires, je ne pense pas que ce soit utile, mais si ça doit vous empêcher de faire l'émission, trouver l'astuce nécessaire pour faire venir la personne en studio. Et dès que l'émission démarre, je vous assure, aucune autorité ne veut quitter en fracas. Il restera jusqu'à la fin de l'émission et vous appréciera d'ailleurs après. Oui, je voudrais juste ajouter, j'ajoute à ce qu'Alphonse a dit, vous avez les questions principales, les premières questions, mais on a aussi les questions secondaires. Et si la personne, ça c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ont posé la question, vous dites, mais cette question, vous ne me l'aviez pas donnée, vous allez dire, mais c'est parce que votre réponse à la première question était incomplète, j'étais obligé de vous relancer, de rebondir sur la question pour que les auditeurs puissent mieux comprendre la réponse à la question. Est-il possible que journaliste travaille pour deux radios dans la même ville? Je viens de voir, de voir cette question. Mais écoutez, quel est votre statut dans le média? Si vous êtes un journaliste salarié dans une radio Alpha, votre contrat vous oblige à ne travailler que pour la radio Alpha. Vous n'avez pas, en fonction de votre contrat, d'aller travailler pour la radio Bravo ou Charlie, à moins que vous soyez un pigiste, ou un freelance, comme on dit. Vous êtes un freelance, à ce moment-là, vous pouvez travailler pour autant de médias que vous voulez parce que vous êtes payé à la pige et les médias ont besoin de vous. Mais dès lors que vous avez un contrat, de service, un contrat de travail en qualité de journaliste, vous êtes lié à travailler pour ce média parce que vous avez l'exclusivité de l'information à donner à votre média, sinon vous les mettez à compétition. Je profite peut-être pour dire un mot sur quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qui nous sommes, la carte professionnelle de journaliste. C'est important pour un journaliste radio d'avoir sa carte professionnelle, qui est différente de la carte de service du média. La carte professionnelle, elle est délivrée par l'organe fêtière ou l'institution désignée par la loi, la Constitution de votre pays, alors que la carte de service est donnée par votre radio. La carte de service est donnée aussi au balayeur de la radio. La carte de service est donnée aussi au comptable de la radio. Mais la carte professionnelle de journaliste n'est donnée qu'aux journalistes professionnels formés dont la tâche c'est de chercher, collecter, traiter et diffuser l'information. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que s'il y a une information, s'il y a un délit, une infraction, un délit de presse, le procureur va d'abord vérifier votre identité. Est-ce que vous êtes journaliste ou pas? Si vous avez commis, admettons, une infraction dans l'exercice de votre fonction. Et pour prouver que vous êtes journaliste, il va vous demander votre carte de presse. Et si vous ne l'avez pas, en plus de l'infraction pour laquelle vous êtes poursuivi, le procureur peut vous poursuivre pour une deuxième infraction, usurpation de fonction de journaliste. Au lieu d'être poursuivi pour une seule, vous risquez d'être poursuivi pour une deuxième infraction. Parce que vous aurez exercé ces métiers sans votre carte de presse. Je vous en supplie, chers amis qui écoutez ce webinaire, si vous n'avez pas votre carte professionnelle de presse, adressez-vous à l'organe fêtière des journalistes dans votre pays
pour que vous puissiez vous procurer cette carte. C'est une seule carte donnée pour tout le pays, alors qu'il y a des formats multiples pour chacun des services, pour chaque média, avec le logo du média. Mais la carte de presse a un logo unique pour le pays. Please, je vous en prie, ça vous protégera. Il ne faudra pas le découvrir à l'occasion d'une infraction et le procureur dira « nul n'est censé ignorer la loi ». Et à ce moment-là, ils sont intraitables. Donc, pardon, allez chercher cette carte professionnelle de presse. C'est elle qui est valable même à l'étranger. Vous risquez de rater une mission de couverture à l'étranger parce que vous manquez la carte professionnelle. Votre passeport ne va, même votre passeport dans lequel on a écrit profession journaliste ne vous donnera pas accès au stand de journaliste. Il faudra avoir la carte de presse de votre pays pour obtenir l'accréditation nécessaire. Donc, ni la carte de service du média, ni votre passeport ne prouvent pas que vous êtes journaliste. C'est votre carte professionnelle de presse qui prouve que vous êtes journaliste. Nous venons d'excéder 1 heure. Je remarque que le webinaire est intéressant et qu'il est impossible d'éplucher, d'explorer tous les aspects de ce sujet en 1 heure. Mais M. Ratter, j'ai encore quelques petites questions avant qu'on ne termine cette session. Dites-nous, puisque nous parlons des erreurs à ne pas commettre, est-ce que vous avez commis aussi des erreurs lorsque vous avez débuté dans ce métier et comment les avez-vous corrigées? Ah oui, des erreurs, j'en ai commises. Je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait. On apprend de ses erreurs. Mais il ne faut pas toujours qu'on apprenne des erreurs. Mais quand l'erreur arrive, ça arrive et on apprend de cela. Il y a par exemple une erreur technique que j'avais commise, c'est d'être parti sur le terrain sans avoir vérifié tout mon matériel. Je n'avais pas vérifié mon matériel. La carte était pleine et les batteries étaient presque épuisées à 75%. Et quand j'ai commencé à donner l'interview, je me suis rendu compte que ça commençait à clignoter. Low bat, low bat, low bat, low bat. Alors là, j'ai commencé à suer des grosses gouttes parce qu'on n'était pas nombreux à interviewer cette personne. Et heureusement que j'avais mon carnet. La deuxième question, c'était comment je m'en suis sorti. J'ai commencé à prendre note sur mon calepin les réponses que la personne était en train de donner. Quand la personne a fini de répondre à ma question, je lui ai dit honnêtement, à tremblant, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, mes batteries viennent de me lâcher, mais j'ai écrit une partie de vos réponses. Est-ce que vous auriez un autre moment à m'accorder? Parce qu'il faut vraiment que vous entendiez comme on est en radio. Je n'ai pas beaucoup enregistré. La personne en face avait aimé mon honnêteté. Elle a dit, OK, tu peux revenir dans 2 heures, j'aurai encore un peu de temps pour toi. L'erreur que l'on peut commettre, c'est de faire croire à la personne qu'on est en train d'enregistrer et de partir. Et alors, à ce moment-là, on va arrêter. L'erreur pour nous, journalistes radio, c'est de ne pas prendre des notes. On pense que c'est pour les gens de la presse écrite qui doivent prendre des notes. Même quand on est en train d'enregistrer, il faut toujours prendre note. Parce que si ça vous lâche et que la personne doit monter dans un avion et partir, vous n'aurez pas la chance que moi j'avais eue en ayant une deuxième chance d'une interview après une réunion que cette personne devait avoir. Donc, il ne faut pas penser qu'on est parfait. Il faut reconnaître ses erreurs. On les commet. Et quand on les commet, il faut savoir en tirer les leçons. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et là, je me suis mordu la langue. La deuxième erreur qui était grave, et c'est lié à la déontologie, et ça, j'avais appris une fois pour toutes, j'avais donné par mégarde le nom d'une personne qui était victime des violences. Et à ce moment-là, la personne avait dit, mais tu m'avais promis que tu n'allais pas dévoiler mon nom alors que je t'avais fait confiance. J'ai dit, pardon, c'est passé comme ça et je vous demande vraiment, vraiment pardon. Heureusement que ce n'était pas tellement grave à terme de violence, mais ma chance, c'est que la personne a pu porter plainte parce que l'idée, c'était une émission qui portait sur le droit et justice pour tous.
L'idée, c'était d'arriver à ce que la personne porte plainte. Finalement, quand c'était sur la voie publique, la personne a été obligée de porter plainte. Je ne dis pas ça pour me dédouaner de l'erreur que j'avais commise de n'avoir pas respecté l'anonymat de ma source, parce que ça aurait pu être très grave si les auteurs des crimes s'étaient vengés contre la personne. J'ai eu la chance qu'il y a eu un procès et qu'il n'y a pas eu de répercussions négatives sur la personne. Mais depuis lors, je n'ai plus jamais, mais plus jamais violé, par exemple, le secret de l'anonymat que nous demandent certaines personnes ressources. Voilà. Monsieur Alphonse, vous auriez aussi des anecdotes à partager avec nous sur peut-être une faute que vous auriez commise parce que vous avez commencé dans les années 2000 dans ce métier. À l'époque où vos collègues encore à l'amphi. Je vais juste partager cette petite histoire avec vous. Cela m'est arrivé, tout comme ce qui est arrivé à Walter, mais avec feu Maître Yaouvia Bouibo. Vous savez, c'est un avocat de renom, un politicien impliqué, quelqu'un qui n'accorde pas aussi facilement d'interview. Donc, pour qu'il accepte de vous accorder d'interview à l'époque, il faut vraiment, vraiment batailler. Et le jour où il me donne rendez-vous pour la première fois pour une interview, j'étais en train de faire l'interview et puis quelque chose de banal s'est passé. Parce que quand il t'accorde une interview, il aime que l'on te regarde, il demande que vous le regardiez en face, que vous regardiez. Ça lui plaît comme ça, parce qu'il a l'impression qu'il parle à quelqu'un. Et moi, j'étais en train, quand j'ai posé ma question, il était en train de parler, j'ai jeté un coup d'œil sur mon téléphone pour vérifier quelque chose. Et il croyait que j'étais en train de fouiller mon téléphone alors que moi, j'avais préparé mes questions sur mon téléphone à l'époque. Donc, moi, je voulais réouvrir, puisque la page s'était fermée, je voulais réouvrir réactiver ma page, donc pour voir mes questions. Et bien, il s'est fâché, il s'est levé, il a quitté la salle d'interview et il est parti. Mais bon, moi, je ne suis pas parti, je suis resté là, je réfléchissais à ce qui va se passer. Il est venu et puis il a commencé par crier que mais ça veut dire quoi, c'est quoi ce comportement? Et le temps pour lui de se rendre compte que moi, je ne veux plus regarder mes questions. Le temps est parti à mon interview, à mon rendez-vous est passé. Et il faut donc trouver un autre rendez-vous. Et heureusement qu'il a accepté de revenir après. Donc, ce qui fait que désormais, quand moi je veux faire une interview, si c'est sur mon téléphone, je vous explique dès le départ que mon questionnaire est sur mon téléphone. Donc, si je regarde entre-temps sur mon téléphone, je n'ai pas de la diversion. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées et peut-être que nous n'allons pas pouvoir les répondre. Pour ceux qui veulent savoir comment on répond, on obtient la carte de presse au Togo. Il faut vous adresser à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est un document important et on vous donne des conditions. Il faut remplir une fiche, payer une quittance, ensuite donner quelques documents, notamment une attestation de travail ou quelque chose qui montre que vous êtes journaliste, les preuves de votre activité, si vous êtes freelance, des articles à fournir, ainsi de suite. Donc, adressez-vous à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et vous aurez toutes les informations possibles pour avoir votre carte de presse. Voilà ce que je peux dire. Si ce sont des erreurs, il y en a plein. J'en ai commis aussi. Je me rappelle avoir donné le nom de quelqu'un une fois à l'antenne et je ne veux pas citer ça aujourd'hui ici parce que j'aurais commis une autre grave erreur. J'ai évoqué son nom en disant un peu ce que j'apprends de lui et ce que les journaux, les médias ont déjà écrit de lui, qu'il a fait ci, et bon, pour recruter des gens dans son boulot, il des manières. J'ai dit des choses et je me rappelle avoir bénéficié de ce qu'on appelle, on m'a suspendu pour quelques temps, je suis allé rester à la maison parce que c'est le premier acte que le directeur a posé, M. Modeste Messavou-Francoui, à l'époque, pour me soustraire des griffes de ces personnes à l'époque parce que c'est comme une faute grave. Moi, j'ai donné une information, je l'ai sourcée, mais en même temps,
la source là peut ne pas être fiable. Donc, je devais relativiser et je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne veux pas donner beaucoup d'exemples, mais il y a des gens qui parlent de problèmes de volume. Je ne sais pas si c'est à mon niveau que le son est bas ou si c'est à votre niveau, je ne sais pas. Mais si vous m'entendez très bien, ça veut dire qu'eux aussi doivent m'entendre très bien normalement. Merci. Alors, nous commettons finalement tous des erreurs, mais l'important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne plus les refaire. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Il y a encore 2 ou 3 questions. Je vais poser juste 2 dernières et demander aux participants de bien vouloir continuer la discussion dans le forum privé sur Facebook. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Les panélistes sont dans le forum et pourront bien éventuellement vous répondre. Est-il important d'annoncer, par exemple, la couleur de la chemise de l'invité pour aider les auditeurs de faire une image de la personne que vous recevez au studio? Qui parle, c'est moi ou c'est Walter? Ben, écoutez, là, qu'est-ce que la couleur de la chemise apporte à l'information? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose. Donc, Walter, quelque part, la couleur peut être déterminante dans ce que vous avez à dire. Peut-être pour planter un décor, je suppose, quelqu'un qui a pour couleur bleue comme politique, mais qui s'habille en couleur rouge de son adversaire pour venir en studio le jour de l'émission. Justement, on ne peut parler, je posais cette question en intro pour que le journaliste sache la valeur ajoutée de la couleur de la chemise de la personne qui est en face. Parce que si ça n'a pas de valeur ajoutée, si ce n'est pas, if it is not relevant, vous n'en parlez pas. Sinon, vous allez bousiller des secondes précieuses pour lesquelles les auditeurs auraient besoin de quelque chose de plus utile pour les auditeurs. Okay? Ça ne peut être utile que si par exemple on veut prouver que Alphonse a quitté le parti de Kossi parce que chez Kossi on porte du rouge, et il a porté les couleurs bleues du parti de Walter. Pour chercher, les journalistes peuvent chercher à aller jusque-là pour dire, je vous disais qu'Alphonse avait changé de camp. Là, il faut prouver le lien de cause à effet. Mais si ce n'est pas intéressant, ça ne sert à rien pardonnez-moi l'expression, de perdre le temps des auditeurs avec l'accessoire. N'oubliez pas, la pyramide inversée, on parle du plus important à l'accessoire. Ça, c'est une règle de base chez le journaliste. Donc, si cette couleur est accessoire, commencez plutôt par l'essentiel. À moins que soit en train de donner un portrait, que c'est un artiste qui fait des designs et tout ça, ça dépend de l'importance de la chemise et de la couleur que porte la personne. En attendant peut-être les prochains panels, actuellement, l'Afrique, j'ai vu qu'il y a beaucoup de participants en Afrique, parmi les gens qui sont en train de réagir, où nous connaissons pas mal de conflits. Je voulais dire quelque chose important par rapport aux journalistes dans la zone de conflit, comme actuellement, parce qu'ils risquent de tomber dans le piège. C'est important pour les journalistes de ne pas se retrouver dans les camps A ni dans les camps B. C'est très important. Le journaliste doit rester dans l'exactitude, l'équilibre, la clarté, la distinction entre les faits et les commentaires, le respect des personnes, la protection des sources. Ne tombez pas dans l'erreur que j'ai fait naguère quand j'étais très jeune à l'époque. Si quelqu'un demande son anonymat mais que vous donne l'information, il faut respecter, protéger cette source-là. Parce que la sécurité du journaliste repose d'abord sur ce que nous disons, sur la vérité de ce que nous disons. Le badge de journaliste, le micro du journaliste, le gilet où on écrit « Radio est tel », ce n'est pas un gilet pare-balles. Si quelqu'un commet une erreur en tant que journaliste, ça donne l'occasion à une personne malveillante de faire du mal à un journaliste. Et ni le badge, ni la carte de presse, ni le gilet pare-balles, ni le gilet de journaliste, pardon, ne va pas se transformer en gilet pare-balles. On va tirer sur vous et vous risquez de mourir. Nous avons besoin de journalistes en vie. On a besoin de journalistes vivants parce que
tant qu'il y a des journalistes vivants, il y aura beaucoup de journalistes qui vont continuer à donner aux auditeurs ce bien précieux qu'est l'information, à leur donner l'occasion de jouir de cette liberté qu'on nous enlève souvent, qu'est la liberté d'expression. Restez en vie, chers journalistes, en ne commettant pas des erreurs, surtout si vous êtes en zone de conflit. Des erreurs de jugement à caractère éditorial, il ne faut pas les commettre. C'est extrêmement important parce qu'actuellement, il y a pas mal de conflits qui se déroulent sur le continent. C'est important de respecter l'éthique professionnelle, la déontologie de votre média. Et quelqu'un disait, est-ce qu'en restant carré dans la déontologie, le journaliste peut vivre décemment? Mais écoutez, on ne devient pas journaliste pour s'enrichir. Si la motivation de devenir journaliste radio, c'est l'enrichissement, alors vous vous êtes trompé de métier. Faites la communication. Là, vous serez communicateur. Vous allez faire la promotion des gens. Mais si vous voulez rester vraiment journaliste et noble, ne courez pas derrière le coupage ou les enveloppes. Voilà. Merci infiniment, Alphonse Ken et Walter Mulandi, pour ces conseils, ces précieuses recommandations que vous avez partagées avec les confrères. Je suis tenu de respecter ce temps, sinon on ferait bien volontiers 2 heures et on n'en finirait certainement pas, puisque j'ai encore plein de questions qui n'ont pas été posées, à savoir les techniques journalistiques qui sont fondamentales à maîtriser, comment présenter un sujet qui peut sembler banal de façon originale, de façon à captiver l'auditeur pour qu'il prenne le temps d'écouter, et aussi comment écrire, comment l'écriture radiophonique. Lorsqu'on a l'information qu'on veut faire passer, par exemple, à la radio, comment choisir un bon angle de traitement. Il y a aussi ceux qui disent qu'il ne faut jamais commencer l'attaque par une citation et qu'il faut plutôt la faire autrement. Nous avons plein de questions. Un participant qui demande, par exemple, quelle est la durée, quelle doit être la durée d'une émission musicale. Plein de questions qui nous est impossible de répondre en 1 heure. Je pense qu'il va falloir organiser une autre session au cours de laquelle nous allons encore explorer ces autres sujets qui sont très intéressants. Merci infiniment pour votre temps, pour votre disponibilité et pour les ressources que vous avez partagées aux confrères. Et merci également aux participantes qui ont bien voulu animer cette session et qui l'ont très bien fait en posant plusieurs questions qui nous ont permis de comprendre tous et d'apprendre de nos erreurs et de savoir désormais quelles sont les fautes à ne pas commettre en journalisme radio. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore membre du forum Pamela Award de l'UCFD, de rejoindre le groupe privé sur Facebook. J'ai partagé le lien dans la boîte de chat. Vous pouvez intégrer le groupe et continuer les conversations. J'ai également partagé avec vous le lien du sondage qui me permet de savoir si ce webinaire a été intéressant pour vous, si vous préférez en tout cas qu'on organise notre session, sur quelle thématique elle va porter, quels sont vos désirs. Je vous prie de bien vouloir prendre quelques secondes pour le remplir et nous dire vos besoins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain où nous aurons une autre session. Nous parlerons de comment adapter le journalisme de solutions pour couvrir ou pour traiter le changement climatique. Bonne fin de soirée à vous, bon après-midi. Encore une fois, merci beaucoup, chers confrères Alphonse Ken et M. Walter Mulandi. Et si vous avez un mot de fin ou quelque chose d'autre à ajouter, vous avez la parole avant qu'on ne parte. Si je peux me permettre, je voudrais dire un grand merci aux journalistes qui acceptent de garder le micro malgré les conditions sociales difficiles. Il y a des journalistes qui n'ont pas de contrat de travail. Il y a des journalistes qui, malgré qu'ils ont un contrat de travail, le salaire est trop bas. Mais en dépit de cela, ils continuent à exercer ce métier noble. Bravo, vous êtes des héros. Bravo. Les collègues journalistes femmes, parfois, ce sont nos collègues qui sont victimes de beaucoup de préjugés, beaucoup de préjugés. Courage, mesdames, parce qu'on a besoin des femmes journalistes dans l'espace radiophonique. Si vous n'y êtes pas, ça sera
pardonnez-moi l'expression, ça va sentir le bouc. Donc, on a besoin de vos belles voix sur la radio. On a besoin de cette sensibilité féminine parce que le regard d'une journaliste femme est différent du regard de journaliste homme sur toutes les questions. Donc, on a besoin de deux sons de cloche, aussi bien des hommes que des femmes. Et ce ne sont pas que les femmes qui vont traiter des questions relatives aux femmes ou vice-versa. Donc, on a besoin vraiment de ces doubles personnes, hommes et femmes, pour que nous puissions vraiment couvrir. Il y a des victimes qui parleraient plus facilement à une femme qu'à un homme. Par exemple, une femme victime de viol, si un journaliste homme vient lui tendre le micro, elle va tout de suite voir à travers un homme ressembler peut-être à l'homme qui l'a violé, alors qu'une femme pourrait plus facilement lui parler, pourrait plus facilement comprendre. Donc, il y a des situations dans lesquelles on a besoin d'une femme pour poser certaines questions. Est-ce qu'il faut toujours taire la vérité lorsqu'elle dérange, si la personne qu'elle dérange risque de s'en prendre au journaliste? Comme je disais tout à l'heure, le journaliste aura besoin que la vérité éclate tôt ou tard. Là, c'est du domaine du journalisme d'investigation. Mais il ne faut pas tout de suite se jeter dans la gueule du loup parce qu'on cherche un scoop. On a besoin de vous vivants, en vie, pour que ce métier aille de l'avant. À nous les micros, faisons de la radio un média de service public pour l'intérêt de nos vrais patrons qui sont les auditeurs. Je pense que c'est la fin. Si M. Alphonse n'a rien à ajouter. Et encore une fois, oui, merci. Non, mais je croyais que vous alliez me donner la parole après. Donc, mais merci à ce que Walter a dit. Je ne vais pas le répéter. Il y a de moins en moins de femmes dans les radios au Togo et dans beaucoup de pays. On va juste utiliser les mots de Walter pour continuer à encourager nos sœurs à faire du journalisme et demander à nos frères et sœurs, des hommes, qui généralement ne facilitent pas la vie à nos sœurs quand elles sont engagées dans le journalisme de le faire. C'est une école, il faut qu'on y aille, il faut qu'on les encourage. Mais je tiens quand même à dire ceci en partant. Le journalisme radio aujourd'hui a devant lui, je crois, des défis qui se présentent avec la présence de l'Internet, avec les nouveaux médias, ainsi de suite. C'est pour cela que dès le début, je disais que nous devons continuer par nous cultiver. Ces 20 dernières années, je les ai passées au micro dans une radio privée de la capitale togolaise, mais cela ne m'a pas empêché de continuer par ajouter de nouvelles cordes à mon arc, d'essayer d'apprendre à faire autre chose, d'ajouter parce que la connexion Internet. Sont diversifiés aujourd'hui et nous devons être capables de nous adapter selon tous les formats. Et être journaliste radio ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la vidéo, qu'on ne peut pas faire savoir rédiger un bon article. Aujourd'hui, vous m'avez présenté comme journaliste plurimédia. Je ne suis pas parti comme journaliste plurimédia. Je suis en train de le devenir. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'invite tous les journalistes de radio à ajouter plus de cordes à leur arc et à devenir meilleurs au jour le jour. Merci. Merci à tous et c'est la fin. Au revoir. À jeudi prochain. Au revoir. Merci au encore. revoir. Au revoir. Merci Kossi. Au revoir Alphonse. Au revoir à toutes les personnes qui ont participé. On se reparle. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir. Et merci aux participants. Merci aux participants, merci beaucoup. Merci aussi de nous avoir connectés. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.